Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La revue El Jaish, tirée à 25 000 exemplaires qui ne sont livrés qu'au plus haut gradé de l'armée et à certains relais du régime, est devenue, néanmoins, au cours de toutes ces dernières années, une sorte de grille de lecture pour déchiffrer les événements. Non pas pour ce qui y est publié, puisque l'édito de cette revue et certaines autres rubriques ne s'expriment qu'en termes particulièrement virulents, particulièrement hystériques, de menaces, de stigmatisation, d'accusations de trahison, de main étrangère, quand ils n'alimentent pas les habituels fonds de commerce du régime que sont la mémoire collective, les chouhada, la légitimité révolutionnaire de l'ANP, digne héritière de l'ALN et autres slogans récurrents du genre qui ne trompent plus personne par ailleurs. Mais derrière ces rafales de vindicte et ces crues de fiel, derrière cette violente logorée, cette hystérie débridée, cette choquante absence de retenue, de réserve. Le contenu de cette revue est devenu, au fil des éditions successives, depuis l'avènement du Hirak, comme un angle de visée pour évaluer la situation et l'état des lieux au sein du haut commandement et donc du système tout entier, en tant que tout. Oui, la revue El Jaish est réellement devenu le critère par lequel nous pouvons mesurer l'état d'esprit de l'oligarchie militaire et son poids dans le champ politique. Et jusqu'aux chancelleries étrangères, jusqu'aux services étrangers, les services spéciaux, les services secrets, jusqu'aux observateurs de la scène politique algérienne, ce que la lecture de cette revue permet de comprendre est qu'il y a panique à bord, que la junte ne parle plus d'une même voix, que l'inquiétude et la méfiance se sont installées au sein des cercles de décision, en même temps qu'une guéguerre entre les principaux clans. Et ces tambours de la guerre que font résonner les articles de cette revue, ainsi que sa couverture, qui cherche délibérément à faire planer le spectre de la guerre et de l'intervention de l'armée, y compris dans la rue, pour faire donner la troupe contre le Hirak, ne présage rien de bon. Il n'y a rien de plus dangereux dans le genre de situation que nous vivons qu'une junte qui n'a plus les moyens de ses méthodes et dont la composante n'est plus homogène. En plus de la terrifiante réalité d'une présidence de la République qui ne décide de plus rien et dont le pouvoir a été réduit en peau de chagrin, une sorte de principauté de Monaco en pleine Algérie. Un président qui n'est même pas en mesure d'imposer à ses opposants au sein du même régime des élections législatives rejetées par ailleurs en masse par une très grande majorité d'Algériens. C'était prévisible. Les critères qui ont prévalu dans le choix de Tebboune pour l'imposer aux Algériens contre leur volonté sont devenus tout à fait improductifs contre les généraux qui l'ont choisi et donc contre toute la junte. Mais plus que tout, et signe qui ne trompe personne de suffisamment averti, et cette accusation par la revue El Jaish des mouvements sociaux d'être manipulés par des agendas pour déstabiliser l'Algérie et la plonger dans le chaos. Et encore pire, en plus d'une très violente agression verbale, des menaces ouvertes qui ne prennent même plus le soin de se faire allusives, où l'on constate que la junte se sent dérangée et menacée par les mouvements sociaux,
et où l'on constate que certains généraux, ceux qui ont pris un contrôle relatif sur la machine, ne craignent pas de recourir à la menace directe, de réprimer les mouvements de grève. Oui, l'armée qui veut réprimer les mouvements de grève. Et les manifestations. L'armée qui se propose de réprimer les mouvements de grève et les manifestations. En fait, et de façon tout à fait tonitruante, l'oligarchie militaire, dont personne n'ignore qu'elle tient la réalité du pouvoir, vient avec ce numéro de la revue El Jeish de faire une très brutale intrusion dans la scène politique, jusqu'à s'ingérer directement et avec force menace, dans la gestion des mouvements sociaux, comme celui des sapeurs-pompiers, entre autres, où non seulement elle accuse les sapeurs-pompiers qui expriment des revendications légitimes d'être des agents de la main étrangère, mais bien plus que cela, elle menace de les réduire. Peut-être suggère-t-elle par la force armée, s'il le faudra. Et elle ne se rend pas compte, l'oligarchie militaire, que non seulement elle montre aux Algériens que les barons qui la composent ont perdu leur sang-froid, qu'ils font la preuve de leur divergence, de leur faiblesse, du peu de confiance qu'ils ont en leurs propres troupes, mais plus encore, ils ne se rendent pas compte qu'avec un tel discours et une implication aussi outrancière dans des prérogatives censées n'appartenir qu'au seul président de la République, celui-là qu'ils ont eux-mêmes installé à la tête du pays, contre la volonté populaire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se sont mis à nu. La feuille de vigne est tombée. Et ils sont en train de montrer au monde entier, de façon claire et sans aucune ambiguïté, qu'ils sont les véritables maîtres du régime et qu'ils sont décidés à ne pas restituer le pouvoir au peuple. Tout le reste n'est que mauvaise littérature. غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا وشوارع تملى بالناس وناس فرحانة بالناس وشوارع تملى بالناس والناس فرحانة بالناس وعلى صحتك نسقسيك وتقول لي راني لاباس وعلى صحتك نسقسيك وتقول لي راني لاباس لاباس عليك يا بلادي لاباس عليكم يا ولادي لاباس عليك يا بلادي لاباس عليكم يا ولادي شدة ونسولة ما دعينا بستر يما شدة ونسولة ما دعينا بستر L'état-major s'ingère ouvertement dans la gestion de la crise. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Merci. Pour l'invitation. Iskandar Debbache, analyste politique. Iskandar, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Et depuis le lointain Canada, notre compatriote Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal. Bon retour parmi nous. Et Merci. puis, on n'est pas si loin que ça. Avec la technologie aujourd'hui, les cœurs se rapprochent de plus en plus. Ils En se réchauffent effet. aussi. En effet, Nous c'est sommes très en vrai. Algérie aussi, malgré l'éloignement. C'est très vrai, puisqu'en ce Kilométrique. moment même, c'est incroyable hein, le progrès qui aurait dit il y a quelques années qu'on verrait Adel Jabbar depuis le Canada, en Algérie, comme s'il y L'Algérie, était. ça va un jour.
C'est incroyable. Merci beaucoup, Adel. Alors, avant de commencer l'émission, quelques petites infos. Une perquisition au domicile familial de l'étudiant hirakiste Abd Nour Aïd Saïd. Il est très connu. Hein. Il a été placé en garde à vue au commissariat d'Alger. On a fouillé alors ses papiers, son placard, son bureau, sa maison. Et ils n'ont rien trouvé. Bien sûr. Et il sera présenté devant le procureur de Sidi Mohamed le jeudi. Alors, Saïd Boudor, notre confrère journaliste qui est arrêté, qui est en prison, on a confisqué ses téléphones, mais le plus curieux, c'est quand vous l'appelez au téléphone, le téléphone répond. Donc, vous allez vous penser, mais ils sont devenus plus humains, hein, ils laissent le téléphone aux prisonniers. Non, c'est des policiers qui vous répondent sur ces 2 téléphones. Et qui vous cible pour savoir qui l'a appelé. Pour piéger les gens. Alors, une dame qui n'était même pas dans le Hirak, hein, Nassima Bouaggar, regardez ce qu'elle dit. Je me trouvais au niveau de l'arrêt de bus. Elle a eu la malchance de se trouver à côté de Hirak. Lorsque la police m'a arrêté, on m'a conduit au commissariat avec le reste des personnes qu'ils ont interpellées où on a été gardé pendant plusieurs heures. D'accord. Mais au moment de nous relâcher, nous dit-elle, on nous a demandé de ramener notre tuteur pour signer le registre. C'est quoi le tuteur? Cette dame est majeure. Elle est mariée. Elle a 2 enfants. On lui a demandé de ramener son père. Sans blague. Oui. Et nous allons voir l'image. Voilà, c'est la dame. Et voilà son père qui est venu la chercher. Je me demande qui est le tuteur de l'autre, en fait. C'est incroyable. Voilà. Il y a dans ce pays, on demande aux dames mariées qui ont des enfants, quand elles doivent repartir d'une garde à vue illégale, illégitime, de ramener son tuteur pour pouvoir sortir de la garde à vue. Alors, aujourd'hui, notre principal sujet, mes chers amis, c'est cette fameuse revue El Jaish. Et donc, pour de nombreux observateurs, c'est un tournant majeur. La revue nous a habitués à beaucoup d'outrance, beaucoup de violence verbale, mais à ce point, on n'avait encore jamais vu ça. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'armée maintenant ne se cache plus. Elle rentre dans la scène publique, dans la scène politique, elle éclipse le président, elle l'écarte et elle parle de mouvements sociaux, de grèves. Alors nous allons commencer par Adel Jabbar. Adel Jabbar, votre sentiment général avant d'entrer dans les débats? Mon sentiment, moi je refuse de parler de ce merdia. C'est un véritable torchon qui tire, comme vous l'aviez si bien dit, à 25 000, qui est destiné aux abrutis qui le lisent. Les Algériens s'en foutent royalement de ce média-là. C'est un véritable torchon qui est sorti encore une fois dans l'insulte, l'invective et l'outrance. Ils nous ont mis sur la première page ou sur la couverture des blindés pour nous faire peur. Eux, ils ne commercialisent que la haine, la peur, le mépris et le déni du peuple. Et donc pour ce merdia-là, c'est toujours la main de l'étranger qui manipule. Elle a manipulé la semoule, le lait, l'huile, le dinar qui manque dans les postes, les sapeurs-pompiers, les médecins, les enseignants, c'est Israël, c'est le Maroc. On connaît cette litanie-là, puis les Algériens ne prennent plus. On n'a plus le temps de nous abrutir avec ce genre de propos et ce genre de littérature nauséabonde. Même leur général d'état-major, le général Pipi, comme moi je l'appelle, il ne s'est pas empêché de dire... Vous dites le général du tas-major, hein, pas de l'état-major. C'est un état-major. Le tas. C'est un état-major. Tama. C'est pas un état-major. Tama. Donc lui-même est sorti pour dénoncer la cherté de la vie, la rareté de certains produits et dénoncer la main invisible. Moi, je dis à ce chef du état-major et à son armée et à son merdia de l'Jish, s'ils ne sont pas capables d'arrêter cette main de l'étranger qui manipule la semoule, l'huile, le lait, le dinar, qu'il laisse cette main étrangère. Mais justement, Adel Jabbar, je vous remercie d'avoir fait cette remarque. Justement,
À partir, tout le monde sait que le DRS relève de l'armée, n'est-ce pas? Le service de sécurité algérien, comme par exemple la DST ou la CIA, nos services de sécurité relèvent de l'armée. C'est l'armée qui en est le patron. Enfin, c'est pas le président de la République. Le DRS, c'est la défense nationale. C'est la défense nationale. Voilà. D'accord, c'est l'armée. La dernière réforme, en fait, après la chute de Bouteflika, Gaïd Salah, il a ramené tout vers le ministère de la Défense. D'accord. Donc le DRS est censé donc être celui qui nous protège contre justement ces puissances étrangères, ces forces occultes qui pourraient semer le chaos dans le pays. Mais en faisant un tel, en nous livrant un tel édito et de tels articles sur la main étrangère qui aurait réussi à provoquer des grèves au sein de la protection civile, qui est quasiment un corps paramilitaire presque, qui aurait provoqué la hausse et la flambée des prix. Vous imaginez cette force de la main étrangère. Et donc le DRS n'a pas pu l'empêcher. Le DRS, c'est le rôle. Alors, Adel Jabbar, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous dire « Oui, la main étrangère est en train de provoquer des grèves. Oui, la main étrangère est en train de faire exploser les prix des produits de première consommation. Mais notre DRS est incapable d'y faire face. Il n'a pas pu empêcher tout cela. Donc, c'est un aveu d'échec. » Leur DRS est l'ennemi du peuple. C'est notre ennemi, ce DRS-là. La mission de ce service des Moukhabarat, c'est d'aller ramasser des femmes comme Khalti Baya, qui a fait une vidéo pathétique, déchirante, comme cette dame que vous avez montrée à la télévision maintenant, accompagnée de son vieux papa qui a 90 ans. C'est comme Amin qui se fait malmener, taper. C'est comme ce jeune Saïd Chitouane qu'on a incarcéré. C'est comme ce jeune étudiant dont on a été mettre dans tous les sens sa chambre ou son appartement. Ces gens-là sont en guerre contre le peuple algérien, ils ne font pas le distinguo. Hier, j'ai appris qu'une militante, en l'occurrence Bouraoui, le docteur Bouraoui, a été incarcéré, comme Jabel Khair, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, pas incarcérée, Bouraoui. Elle a été condamnée à 2 peines de prison ferme de 2 ans chacune, 4 ans de prison. Oui, mais c'est quand même extrêmement grave. C'est très grave. Il faudrait dénoncer ce genre d'injustice et la dénoncer pour toutes les victimes et les otages et les détenus d'opinion de ce pays-là. Cette armée, je ne parle pas de l'armée, je parle de l'oligarchie des généraux criminels prédateurs, monstrueux qui tirent d'abord et qui visent ensuite. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Mohamed Ben Aissa, sur donc, cette dernière parution de la revue El Jaish. Moi, je ne vais pas dans le même sens que notre cher intervenant du Canada. Pour moi, l'édito du Jaish est très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous donne une vraie connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du sérail. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est pas Tebboune qui gouverne, c'est pas les ministres, c'est pas les ministres, ni Gerrad. Tout le monde sait que c'est cette oligarchie, ces hauts fonctionnaires militaires. Moi, je pense d'emblée à une lecture générale, elle n'est pas sortie de ce qu'on a vu depuis l'avènement du Hirak. Depuis l'avènement du Hirak, l'institution militaire, on dirait l'état-major, s'ingère quotidiennement et d'une manière, alors, elle ne se cache plus en fait, d'une manière directe. Il faut toujours se rappeler que l'article 102 a été appliqué grâce, entre parenthèses, à Al-Gaïd Salah, qui a annoncé l'article 102 accompagné du 7-8, mais finalement, il a appliqué l'article 102 juste pour sauver sa peau, parce que voilà, il était menacé. Et tout le monde sait que maintenant, on dit que c'était un coup d'État masqué que Al-Gaïd Salah avait opéré le 9 avril 2019. Donc, rappelons aussi qu'après le départ de Bouteflika, tout ce qui a été fait était imposé au niveau politique par l'institution militaire. L'élection du 12-12, rappelons très bien que c'était Gaïd Salah qui a imposé la date,
avec le combat, la tenue militaire d'une caserne qui disait que voilà, c'est le 12-12, il n'y a pas autre chose. Alors que c'est des élections politiques où normalement ça doit émerger d'un consensus politique. Rappelons aussi que ce qui a été fait après le départ aussi de Tebboune pour se soigner, qui faisait les discours, qui circulaient dans les wilayas, qui faisait animer la vie politique, c'était qui? C'était Shengriha, qui a fait la promotion de la Constitution, la nouvelle, soi-disant la nouvelle Constitution du 1er novembre, c'était Shengriha. Qui a menacé la population de ne pas aller voter? C'était l'institution militaire, c'était l'état-major. Donc c'était la même lignée depuis le début du Hirak. Ils prenaient malheureusement, le peuple comme ennemi, c'est dans leur lecture, dans leur culture. La politique est étrange à l'institution militaire, il faut le comprendre, ça on le comprend, mais ce n'est pas de leur rôle du tout de rentrer dans le domaine politique. Dès qu'ils rentrent dans le domaine politique... Mais si, sur le plan constitutionnel, avec la nouvelle constitution qu'ils ont mise en place, l'article 30, l'alinéa 4, 30, ouais. Ils ont le droit de s'immiscer dans toutes les affaires. Mais le problème est que cette constitution, cette disposition, ils l'ont fait passer en douceur pour que ça ne se voit pas, mais que là, ils sont en train de s'étaler sur la scène publique. Ils sont en train carrément d'humilier le président de la République qui n'a quasiment plus le droit au chapitre. Là, le dernier édito, vraiment, il est flagrant. Et en fait, l'institution militaire, elle était plus ou moins, avant le Hirak, il y avait un certain sens de la mesure. On sait que vraiment, il y avait certains officiers, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qui savaient peut-être écrire les choses. Là, je pense qu'ils ont perdu le contrôle, parce que quand on lit les masques ont tombé, quand on lit les titres, quand on lit aussi le Nous allons lire tout à l'heure quelques passages. Vraiment, c'est flagrant, et en plus, c'est même pas un discours politique, parce qu'un discours politique ne s'écrit pas de cette manière quand on fait, parce que là, ils sont rentrés dans la politique pleinement, mais ils sont dans le faux, complètement dans le faux. On va le lire tout à l'heure. Tout ce qui a été dit est faux complètement, parce que si on inverse juste la situation, on enlève le MAC, on enlève le peuple, tout ce qui a été dit s'applique sur l'institution militaire en elle-même. C'est elle qui agite la main étrangère, c'est elle qui vraiment menace l'instabilité du pays, c'est pas le peuple, c'est elle qui manipule tout, et c'est elle qui bâillonne les médias. Mais dans le même temps, Mohamed, il vous dit, mais le peuple est conscient, le peuple ne se laissera pas faire, Dans ce cas, si le peuple est conscient de ça, pourquoi faire tout ça? Justement, si le peuple est conscient, pourquoi vous faites tout ça, pourquoi toutes ces alarmes? Et pourquoi vous appelez à l'étranger? Parce qu'on a vu à plusieurs reprises Tebboune, ou même le ministre, ou même je ne sais pas qui, même des présidents de partis, quand ils ont à discuter avec l'étranger, ils parlent tout le temps des transitions, ils parlent tout le temps des transitions démocratiques, ils parlent du consensus démocratique. Tebboune, il l'a rappelé au Mali aussi. Alors quand il s'agit d'Algérie, le peuple n'existe pas. Le peuple sont des sujets aliénés. On ne leur donne même pas leur droit de décider de leur avenir. Là, par exemple, les élections dont on parle actuellement, le peuple n'a pas dit son mot. Comme les précédentes, comme les présidentielles, comme le référendum. C'est un process qui vient du haut, comme d'habitude, dans une logique patriarcale, infantilisant le peuple. Vous ne savez pas choisir, comme ce qui a été dit dans les années 90. Vous avez choisi le fils. Actuellement aussi, vous avez choisi le Harak, une révolution qui veut remettre tout en cause. Donc, non. Et d'ailleurs, vous êtes manipulé. Donc tout de suite, on dit vous êtes manipulé par le MAC, par la Jade, par les étrangers. Absolument. Donc, ce peuple n'est jamais mature aux yeux de ces militaires. Justement. Sont eux-mêmes le vrai danger. Pourquoi? Parce que sont tous corrompus, sont tous faisant objet d'un chantage au niveau international, parce qu'ils sont tous corrompus jusqu'aux dents. Et vous m'amenez à une vidéo que je voulais vous montrer, parce que ce régime est en train de faire feu de tout bois. Il est sur tous les fronts. Donc celui de la menace, de la stigmatisation, de l'accusation de haute trahison, mais aussi dans la presse qui lui est inféodée, dans les télévisions qui lui sont inféodées et qui transmettent à ses relais. Et alors, il a poussé encore plus le bouchon, il est allé recruter dans le Hirak. Il a ramené des hirakistes connus, dont les visages sont connus pour les Algériens, et il les a passés dans sa télévision. Et vous allez écouter ce que nous disent ces hirakistes, comment ils les ont retournés. Écoutez bien.
كشفت شهادات حية قدمها مواطنون لمصالح الأمن اعتادوا المشاركة في المسيرات الشعبية نددوا فيها باختراق الحراك مؤكدين أن الجزائر خط أحمر. يقلقني بوليسي ولا جدرمي ولا عسكري ولا أنا ما يقلقني حتى واحد. أنا هذه دولة عزيزة ماتوا فيها رجال وما زال عندنا رجال. الرئيس واش قال؟ قال لك الحراك مبارك. أخاش هذه مبارك واش فيها؟ فيها المحبة والتخوة يسرقوا البلاد صحاب العصابة. أنا ما نقبلش بلادنا باش تنضر بلادنا يوم ما يخلطوا فيها ما قدرولهاش. شحال من واحد يقول لك رفد ورقة قول ما نرفدش أنا نمشي. لا زعما واحد زعما يقول لك هاك ورقة ولا نرفدهاش ولا نرفدها. نزيد ندير تخت العمري ما نديرش التخت العمري ندير فلوس هذا اللي يستغل في بلادنا أنا وكل عليه ربي. هذوك اللي خلطوا يا ربي يكشفهم. أنا نخلطوا والله غير يكشفهم ربي. خاطر هذه البلاد هذه ما جاتش هكذاك خاطر جات بالدم. أنا نوكل ربي. أنا نوكل باللي درنا للجزائر بحاجة لباش تقيس الجزائر نوكل عليها ربي هذا ما. وأنا نحب الجزائر نموت عليها خاطر أنا الجزائر هذه عزيزة. جو ما فهمتش ما يقول باش تهم هذا الحراك وشنو؟ مش قناع بهم. فراسي مش مستوعبة الفكرة مش قناع بها. مش مهتمة ليها. لا شو عندي قريتي وش حندير بالحراك هذا؟ وصلوا وين يقول لك كورونا تسحب بسببها راهم يزيدوا يطلعوا فيها باش كان الحراك. هكا باش ما يزيدوش يخرجوا. هذا سمعت. زعما راهم يزيدوا في العدد تاع كورونا هكا هي تطلع باش الناس يحبسوا ما يخرجوش هكا. هذه سمعت. بصح ما قنعتش بها. أنا نشوف هذا هذه حاجة ماهيش قادرين يدوا البلاد الهوية ولا شي سيما نشوف هذا كورونا. بس الحمد لله مثلا صرنا رانا لاباس علينا بغا دوطخ. شوف كيفاش الحمد لله رانا لاباس علينا. Et on voit dans le montage, ils ont coupé les gens, ils ont mis des phrases à côté l'une de l'autre. C'est de la pure manipulation. Iskandar Debesh, vous qui étiez en Argentine en pleine transition, je crois, qui avez donc connu ces événements qu'a traversé l'Argentine, vous pensez que la junte algérienne est en train de calquer la junte argentine, entre autres juntes du genre? Attendez, Jamal. Là, on n'est pas dans le même folklore. C'est vrai qu'en Argentine, c'était des assassins, des criminels de la pire espèce, des tortionnaires aussi. Mais on était dans une autre classe, dans un autre niveau. Oh là là, vous n'êtes pas gentil avec nos généraux. Un niveau qui n'avait rien à voir avec ces tartampés, enfin avec ces pieds nickelés. Parce que pour produire excusez, pardonnez-moi l'expression, mais une diarrhée verbale de cette classe, de ce niveau, il faut vraiment... Il faut vraiment pouvoir. Il faut vraiment le vouloir, surtout. Il faut vraiment le vouloir. J'ai connu le journal El Jaish, enfin la revue El Jaish, à une autre époque, c'est-à-dire au début des années 80. À une époque, elle avait quand même tout de même beaucoup plus de panache avec un directeur de la publication de la classe de Kherdin Amir. Exact. Kherdin Amir, oui. Un ancien. Et d'autres journalistes. Et d'autres journalistes. Qui avaient de l'étoffe. Il y avait Mahchou Blidi à l'époque. Bref, il y avait on avait une qualité d'analyse, une qualité d'investigation. Et de la pudeur. Et de la pudeur. De la pudeur. De la pudeur et surtout de l'humilité. Ils n'insultaient pas les gens comme le font ces gens-là. Absolument. Qui n'avait rien à voir avec ça. Avec ça, parce que franchement, c'est... Tout à l'heure, j'étais passé, vous étiez en train de lire, vous êtes arrivé un peu avant l'heure, donc on vous a remis la photocopie de ces... Vous étiez en train de dire, je suis passé près de vous, vous m'avez dit, c'est hallucinant. C'est hallucinant, vous m'avez dit ça. Vous savez, ce que disait un ministre de Napoléon, et en l'occurrence Talleyrand, l'exagération n'est qu'insignifiance. Toute exagération n'est qu'insignifiance. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Tout ce qui est excessif est insignifiant, exactement. Absolument. Et donc, voilà. Donc, mais sinon, d'après vous, est-ce que c'est un aveu d'échec qu'ils sont en train de nous dire? Oui, nous nous sommes fait déborder, il y a des parties étrangères qui sont en train de manipuler la situation
et nous n'avons pas pu les contrer puisque le DRS c'est l'armée. Donc nous reconnaissons notre échec. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire ça ou est-ce qu'ils sont en train de nous dire n'importe quoi? C'est un aveu de panique. C'est l'aveu d'un état de panique dans lequel ils se trouvent actuellement. Parce que alors ils accusent pêle-mêle l'entité sioniste, le Makhzen, c'est-à-dire du Maroc. Le MAC, le Rachad, sont les nommés. Le MAC, le Maroc, et même en termes à peine voilés, la France aussi. Oui. La France. Et là, je me demande, enfin, plutôt je comprends une chose, pourquoi est-ce que le roi du Maroc n'a pas réagi à cela? Normalement, ils ont l'habitude. Remarque, côté marocain non plus, certaines parties ne sont pas tendres. Ils se nourrissent, les deux régimes. Ils se nourrissent. Côté Maroc aussi, il y a des gens qui ne sont pas gentils du tout avec l'Algérie, qui l'attaquent de façon. Je ne parle pas du Maroc, je ne parle pas du peuple marocain, mais de certaines parties. Donc ils se valent. Ils sont un peu dans la même schlimmblick. Même ligue. Moi, j'aimerais que Naziha me rapporte de la photocopieuse, pardonnez-nous d'être aussi direct comme ça. J'ai imprimé quelque chose pour citer quelques passages de cet édito et de ces articles. Mais sinon, Skandar Debel, est-ce que cette revue, dans son discours, dans ses méthodes, est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de pousser à l'hystérisation du discours, du débat public, pour pousser les acteurs à leurs extrémités? Ça veut dire pour essayer de déblayer le terrain, pour ne laisser que les extrémistes, ceux qui veulent la violence, ceux qui veulent, pour pouvoir créer, comme ils l'ont fait dans les années 90, un climat propice à l'intervention des sauveurs de la République. C'est sûrement vrai ce que vous dites, mais là, franchement, ils prennent les Algériens pour des anencéphales. Attendez... Anencéphale? C'est-à-dire, un anencéphale, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau, qui vit sans cerveau. Vous savez, les méduses ont vécu 40 millions d'années sans cerveau. Ce qui devrait rassurer les rédacteurs de Storchon. Ça veut dire qu'on peut vivre sans avoir de cerveau. Absolument. Donc, vous savez... Non, franchement, c'est vraiment prendre les Algériens pour des naïfs, parce que les Algériens sont passés, bon, ils ont vécu la guerre de libération, ils ont vécu la décennie noire, ils ont toutes les manipulations. Maintenant, plus personne ne tombe dans leur piège. Plus personne ne tombe dans leur piège. Ces histoires de GIA qui égorgeaient les gens, etc. On sait maintenant que c'est le DRS qui a agité tout cela, que ça vient du DRS, que les seuls terroristes qui ont existé en Algérie ont été animés, organisés, entraînés et même rémunérés par le DRS. Le général Hassan Ben Hadid l'a dit clairement. Ben bien sûr. À Radio 1 et à Al-Magharibia. Il a dit, nous avions Ben Chiha qui était émir à l'ouest, qui était financé par la deuxième région militaire et qui était fourni en armes, en explosifs. Mais ils l'ont dit eux-mêmes. Smaïl Lamari, Smaïl Lamari l'a déclaré ici à Paris, avec comment il s'appelait, le général Rondeau de la DGSE. Et d'ailleurs, Rondeau, dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, pendant la guerre d'Algérie, c'est vrai que nous avons poussé les choses à certaines extrémités, en parlant de la torture qu'ils n'osent pas évoquer directement, etc. Mais il disait, mais nous étions une armée d'occupation. Oui. Nous n'étions pas là pour des bisounours. Mais eux, ils l'ont fait contre leur propre peuple. Oui. Contre leur propre peuple. En effet. Mais tout ça, ça a été dénoncé. Alors, je vais à chaque fois vous lire un extrait. Je reviens à Adel Jabbar. Je vais vous lire un extrait. À chaque fois, je vais en lire un. Je cite, ce sont les termes de la revue El Jeish. La multiplication des mouvements de grève et de protestation observés ces derniers jours sur la scène nationale vise à provoquer la rue et à généraliser le chaos afin de faire échec aux prochaines élections législatives. Plus loin, et il qualifie donc les gens qu'il est en train de stigmatiser, je cite, des traîtres incités et soutenus par des partis étrangères. Adel Jabbar. Moi, je donnerais $1 million pour qu'ils me disent
qui sont ces parties étrangères, qui n'a été un visage et un nom. C'est comme c'est la meilleure définition, la plus simple. Oui. On en a marre de ces logos réverbales qui relèvent de la psychiatrie. C'est des troubles neurologiques et psychiatriques qu'on retrouve souvent et très souvent et assez souvent chez les bipolaires. Ils sont dans le haut, dans le high et dans le down. Ces gens-là sont dans l'outrance. Je ne sais pas de quelle analyse on pourrait parler pour étudier ce torchon-là et son contenu nauséabondeux. Ils ne sont pas en train de pousser les gens à l'extrémisme, à la violence. Ce sont le siège cérébral de la violence, ces gens-là. Ils ne produisent que ça. S'ils n'insultent pas, ils blasphèment. S'ils ne blasphèment pas, ils invectivent les gens, ils méprisent les gens, et puis le passage à la bastonnade est tout fait. Ces gens-là ne savent faire que ça. Ils font leur métier. Ils sont violents dans la parole, dans l'attitude, dans le regard, dans le comportement, dans la réaction physique, dans leur mental. Ils ont un esprit reptilien, ces gens-là. Aussitôt que vous vous opposez à eux, vous dites je ne suis pas d'accord, ils vous mordent et ils vous balancent leur venin. Ils sont comme ça, c'est la nature de... Mais le président Tebboune dans tout ça, sur lequel... Non mais bon, il a été désigné par l'armée, il n'a pas été élu par le peuple, on dira tout ce qu'on voudra. Mais il est le président de la République en titre. Or, ce sont ses prérogatives sur lesquelles est en train d'empiéter l'armée de façon ouverte. L'armée l'a toujours fait. L'armée a toujours été le patron du président de la République. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire publiquement, ouvertement. Ils sont en train de s'accaparer des prérogatives du gouvernement et de l'exécutif d'une façon générale, jusqu'à vouloir réprimer les mouvements de grève, jusqu'à les qualifier d'agenda de la main étrangère. Et Tebboune dans tout ça, pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne se manifeste pas? Ce type-là, c'est un faire-valoir. C'est un décor. Il est là pour représenter une vitrine civile et servile de la dictature militaire. Il ne faut pas nous leurrer. Cette armée-là n'a jamais lâché le pouvoir depuis 1962. Elle a commencé par massacrer, par asseoir son autorité, par installer un président civil qu'elle a fait déguerpir 3 ans après, qu'elle a emprisonné pendant 15 ans. Zedjet Chadi, le plus vieux des colonels et le plus analphabète d'entre eux de l'époque, elle l'a intronisé président de la République le jour où il a compris que cette Algérie ne pouvait plus fonctionner selon le canon de la dictature, et tant qu'ils l'ont dégommé, Jebou Boudieff, Jebou Zerouel, un des leurs qui mange et qui a mangé à leur râtelier pendant toute sa vie, Sadoul Haoui, Jebou Boutseleka, le nain de jardin, le bandit qui nous a mis dans cette situation-là, qui leur a ouvert la voie. En 92, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué 250 000 Algériens. Ils ont kidnappé, fait disparaître 25 000. Les dégâts matériels en milliards de dollars de l'économie sont incommensurables. Toute l'économie a été ruinée. Toutes les entreprises publiques, l'outil de production, le tissu industriel a été complètement cassé. L'Algérie a aujourd'hui un PIB de l'industrie qui ne représente que 5% par rapport au PIB national. Donc, cette boule-là qu'on a ramenée, on leur a dit, votre 12-12 n'est pas une échéance fatidique pour les Algériens. Les Algériens, d'ailleurs, étaient dans la rue. On leur a dit, vous allez élire ou désigner le président le plus mal élu de l'histoire de l'Algérie. Ce type-là est un incompétent notoire. Moi, s'il était chez moi comme employé, d'abord, je vais le virer sans indemnité ni préavis pour mensonge pathologique et pour incompétence avérée. Depuis qu'il est venu, s'est-il adressé aux Algériens? Nous a-t-il parlé? Mais quand même le révoquer sans indemnité ni préavis. Les jeunes hirakistes qui sont en prison, la présidence comme à l'aftar. On va trouver des solutions. Il n'est pas là. Ce type-là est dans l'outrance la plus absolue. Les généraux criminels qui sont en train d'incarcérer des femmes, des enfants. C'est indescriptible ce qui se passe en Algérie. Moi, je vis dans un pays démocratique où le chien, on l'appelle monsieur le chien. C'est pour ça que je suis révolté devant cette hadra, ce déni, cette injustice-là. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Mohamed Ben Issa,
D'abord une citation, puis je vous poserai une question. Une citation toujours de la même revue, que vous êtes en train de lire depuis tout à l'heure, je vois. Ça vous passionne, ça vous prend. Alors, je cite, « Ils ont opté pour des méthodes basses. Les plus importantes consistent en l'exploitation des problèmes professionnels des travailleurs pour propager leur venin. Les grèves qui ont poussé comme des champignons dernièrement en sont la meilleure preuve. Plus loin, la multiplication des mouvements de grève et de protestation observés ces derniers jours sur la scène nationale vise à provoquer la rue et à généraliser le chaos afin de faire échec aux prochaines élections législatives, on l'avait déjà dit. » Alors, réellement, cette question du président Tebboune, là, bon, l'armée a toujours été le patron du pays, mais ils ont toujours fait preuve de beaucoup de discrétion, au point de dire l'armée ne fait pas de politique, l'armée ne s'immisce pas dans les affaires politiques du pays. Mais là, non seulement ils y vont, franchement, mais en plus ils le font ouvertement devant tout le monde. Ils sont en train de faire dans leur édito, dans leur revue spécialisée, des éditos où ils disent les mouvements de grève relèvent d'un agenda étranger, c'est la main étrangère et s'il faut sévir, nous allons sévir. Ils nous mettent à la une l'image d'un char en mouvement, armé, qui est prêt à tirer. Tebboune dans tout ça? Tebboune, il est effacé depuis longtemps, il était effacé. Son choix était par défaut. Il y avait une lutte de clans entre, on le savait très bien, Gaïd Salah, Wassine et compagnie, donc ça a été un président par défaut. Le problème, c'est que l'institution militaire ou l'état-major, quand elle rentre dans un champ comme le champ politique, elle est en train de s'afficher en fait. Elle est en train de se déshabiller complètement et montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et montrer sa faiblesse. Et c'est très dangereux pour l'Algérie et pour l'armée en elle-même de voir n'importe quel, soi-disant, il parle de l'étranger, n'importe quel pays étranger, lit juste ça, il peut vite fait comprendre et analyser et savoir le niveau de ces officiers d'état-major qui écrivent ce torchon, ce papier-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement la capacité, la force de frappe ou l'arsenal dont on dispose qui compte dans l'évaluation des armées, il y a aussi ce genre de choses. Quand tu écris, tu te dévoiles. Donc, on peut faire une analyse. Il y a même des logiciels maintenant qui font l'analyse des textes, en fait, qui peuvent faire même le profil de celui qui a écrit. Donc nous, quand on voit ça, quand on lit ça, on se dit directement que la capacité intellectuelle et cognitive de ces officiers, elle est très, très basse. Donc eux, ils parlent de la bassesse de ces, je ne sais pas, de ceux qui menacent l'Algérie, alors que nous, on dit que ces officiers ont un niveau très, 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 très bas. Parce qu'ils rentrent dans le politique, dans le domaine de la politique, c'est pas de cette manière. Et pourtant, Mohamed, ces articles ne peuvent pas paraître sans être validés par le plus haut sommet de l'armée. Je ne pense pas qu'un tel, la revue El Jish, puisse paraître sans recevoir la validation du grand patron de l'armée qui l'a dit. Mais c'est impossible. En connaissant... Donc ce n'est pas seulement les journalistes. Oui, mais moi, je n'incrimine pas les journalistes. C'est toute une institution qui s'est fait, on va dire, engrainer dans un comment dirais-je, dans une course de se maintenir. Les hauts responsables militaires, leur premier souci, c'est de sauver leur peau. Parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, dès que la transition démocratique se met en œuvre, ils seront comptables. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parlait que, voilà, même ce qu'ils ont écrit, ils seront comptables, parce que toute cette situation, et l'institution militaire, elle était où pendant les 20 ans de Bouteflika? Elles étaient où? On va aller les interroger même depuis l'indépendance. On ne va pas aller pour l'instant là, mais parlons juste de l'ère Bouteflika. Quand les oligarques faisaient des transferts énormes à l'étranger, où était le DRS? Où ils étaient les services de renseignement? Où il était le Gaïd Salah? Tous ces hauts responsables militaires, état-major qui sont en fuite à l'étranger. Un en France, l'autre en Espagne, l'autre je ne sais pas où. Donc l'institution militaire, en rentrant dans la politique, elle devient aussi cible du peuple, de tout le peuple algérien, et on va lui demander des comptes sur tout. Surtout, en ne parlant pas du budget militaire, de l'utilisation des 12 milliards de dollars, des différents marchés que l'armée signe par l'intermédiaire des Émirats arabes unis, un pays comme ça qui influence sur des allers-retours vers les Émirats arabes unis. Ça, on n'en parlons pas. Parlons de ce que vous avez fait
sur le plan politique dans l'Algérie. Tous les Algériens savent qu'il y a toujours un général derrière un homme d'affaires. Ils savent tous qu'il y a un général, comme on dit, Bderja, général ta Hlib, général ta Sokr, général ta Textile. Donc oui, on va vous interroger et vous allez aussi être jugé comme le reste de la mafia que vous soupçonnez, que vous dites que voilà, c'est juste Sellal et Ouyahia qui ont pillé la richesse de l'Algérie. Vous aussi, vous êtes derrière ces gens-là. Notamment, où était l'institution militaire, je reprends votre question, quand les Algériens se faisaient massacrer à 2 pas des casernes, comme à Bentalha ou à Raïs. Ça, c'est la décennie noire. Et là où je relève, moi, l'état de panique. Ramka, exactement. Et là où je relève l'état de panique, vous savez ce que j'ai relevé dans ce torchon. Alors, il pose une question. Mais ne soyez pas étonnés il fait un constat plutôt. Étonnés que parfois des événements surgissent de la part de certains genres d'hommes qui, le moins que l'on puisse dire, sont atteints de délires hallucinatoires, d'hérésie et qui font œuvre de charlatanisme. Sinon, comment voulez-vous qu'un mouvement terroriste issu d'un parti qui a engendré destruction et désarroi dans le pays toute une décennie et qui continue de prôner le califat islamique à travers ses idées, un mouvement qui se prétend islamique, mais qui fait alliance avec des mouvements laïques avec qui il ne partage aucun facteur commun. Ça veut dire que ça le dérange. Ça le dérange. Ça le dérange que les islamistes et les laïcs... Si ça, c'est de l'hallucination, oui. Alors je me demande... Ça veut dire, lui, ce qui le dérange, parce qu'il a toujours tout fait pour opposer les islamistes aux laïcs. Absolument. Et au point où il a créé même des mouvements ici à Paris pour essayer de... Et donc là, quand il voit qu'ils s'entendent, qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent, qu'ils se... Ça n'arrange plus. Ça n'arrange plus. Oh, Yannick, toi, sur le et ça, Jamal, juste tu permets une seconde par rapport à ça. Et c'est un cas, il parle de vraies choses, là celui qui a écrit. Pourquoi? Parce que le fait que les partis, soi-disant démocrates, qu'on appelle en Algérie, tout le RCD et UCP et le FFS, ont boycotté ces élections, pour eux, ils ont rejoint le Harak, ils ont rejoint Rachad. Donc pour lui, il a utilisé la carte islamiste, Rachad, pour essayer d'attirer les démocrates laïcs vers sa feuille de route, alors que non, ils n'ont pas joué le jeu. Donc d'où cette phrase-là. Et ça a été justement, quand je l'ai dit tout à l'heure, de pousser, de faire refluer le débat vers les extrêmes et de désigner, par exemple, Rachad, ce n'est pas un mouvement terroriste. On le connaît, on connaît ses membres. Le MAC, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement séparatiste, mais ce n'est pas un mouvement terroriste. Pas du tout. Eux, ils sont en train de nous dire, on a trouvé des armes et des explosifs de ces 2 mouvements terroristes qui s'apprêtaient à semer la violence au sein du Irak. Pourquoi vous ne les montrez pas? Pourquoi vous ne les jugez pas? Pourquoi vous ne présentez pas, comme vous savez si bien le faire d'habitude, ces gens devant la télé qu'on les voit? En fait, le problème est qu'ils sont en train de dire des choses mais complètement hallucinantes, mais sans aucune réalité sur le terrain. Parce qu'ils sont droits, ils sont contre le mur en fait. Ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas d'argumentaire politique. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ça a été fait, on a vu ce qui s'est passé en Égypte et ailleurs. Il faut crier l'ennemi de l'intérieur. C'est l'ennemi de l'intérieur, même s'il n'est pas vrai. Tout le monde sait les que deux, voilà, l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, pour l'instant, en parlant de Rachad Jumak, c'était l'ennemi de l'intérieur. Que lui, le régime, l'institution militaire, va se positionner en tant que sauveur pour le peuple. Ouais. Le MAC est renvoyé vers la population arabophone pour leur dire regardez les Kabyles qui veulent se séparer, et les islamistes du Rachad, qui pour eux islamistes, et aussi une menace pour l'Algérie laïque, l'Algérie moderne. Absolument. Donc ils veulent séparer, scinder l'Algérie en 2 camps, et puis et ces 2 camps-là. Dynamiques vers leurs extrêmes. Vers leurs extrêmes, bien sûr. Même s'ils n'ont pas d'extrémistes sur le terrain, ils les créent. Voilà. Par exemple, il prend Rachad, il en fait un extrémiste. Il prend le MAC. Pour moi, le MAC est extrémiste. Pour moi, personnellement. Parce qu'il cherche à séparer une partie de l'Algérie de la mer. Il n'est pas terroriste. Il est extrémiste. Mais il n'est pas terroriste. Attends, Jamal, en parlant justement du MAC, il existe dans le monde des mouvements indépendantistes. Le Québec. Oui. Au Québec. Oui. En Corse. En Corse, en Espagne, FLNC, en Espagne, avec la région de Barcelone, la Catalogne, et pas seulement la Catalogne, il y a d'autres. Et qui activent publiquement, qui ont même des bureaux.
qui ont des bureaux Absolument. dans leur capitale. Absolument. Nous ne cautionnons pas ni n'appelons à la régularisation du MAC. Non, pas du mais tout. pour dire les choses, ça veut dire qu'un mouvement séparatiste, c'est au Il peuple défend de une décider idée. s'il a raison ou Il pas. défend une idée. Absolument. Il propose une idée. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Maintenant, il y a des adhérents, il y a des gens qui sont... Alors, Skandar Debesh, avant de vous poser une question, je vais citer encore, je ne résiste pas à l'envie de lire encore un extrait. Mais là, il faut vraiment attacher ses ceintures, hein, parce que vraiment, c'est même pas je n'en dis pas plus, je vais vous le lire. Le peuple algérien ne pardonnera pas aux traîtres et il gardera en mémoire leur campagne acharnée contre l'Algérie ainsi que leur sollicitation de l'ennemi pour attenter à l'unité du peuple et du pays. Quant à l'ennemi, quelles que soient les concessions que tu lui feras, il tutoie, hein, quelles que soient les concessions que tu lui feras, le degré de trahison que tu démontreras, la lâcheté et la soumission dont tu feras preuve, tu ne demeureras pour lui qu'un traître, un être déloyal, capable de vendre son pays pour le pouvoir et une poignée de dollars. Et ainsi de suite pendant très longtemps. C'est incroyable. Alors, Skandar, pour revenir au président Tebboune, moi, franchement, malgré la réponse de nos deux amis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Tebboune ne réagit pas. Tu ne te souviens pas de ton propre éditorial sur les maires du palais et les rois fainéants? Oui. Les rois fainéants. Les rois fainéants. Il ne peut même pas se permettre ce luxe, le pauvre. On est exactement dans le schéma. Fonctionnaires mais eux, c'est les maires du palais, c'est sûr. C'est les maires du palais, ce sont eux. Mais lui, ce n'est même pas un roi fainéant, puisqu'on ne le voit même plus. Un employé du palais. Un employé. Même pas. C'est une petite figure avec une petite vitrine, mais rien de plus. N'oublions pas qu'ils lui ont sauvé la vie après qu'il a chopé le Covid. Hein, donc, tu crois vraiment qu'il a chopé le Covid? Il a chopé pas mal de choses, pas que le Covid. Pas que le Covid, mais le Covid aussi, très certainement. Enfin, du moins, ce que nous courons. Mais ils sont en train, non pas d'empiéter sur ses prérogatives, ils sont en train de l'humilier. Ils sont en train de l'humilier. Ils sont en train de parler des pompiers, ils sont en train de parler de répression, ils sont en train de faire des unes avec des chars en mouvement, en position de guerre, de combat. Mais Tebboune, tu sais, pas seulement Tebboune et son clan. Ceux qui sont avec lui, ses conseillers, j'allais dire, ses spin doctors, ses ministres, son gouvernement, il n'y a rien. À ce point, ils ne valent rien, ils ne pèsent rien. Les conseillers de Tebboune, entre nous... Ils ne pèsent rien. Ils pèsent rien. Ils n'ont pas l'air de peser très très lourd. Il fut un temps, à l'époque de Bouteflika, il y avait le clan des Ouihia, etc., toute la racaille, qui gravitaient autour. Ils avaient un certain ascendant sur d'autres clans, comme celui de Saïd Bouteflika, etc. Mais là, non, la présidence, elle n'a plus rien, elle n'a plus aucun pouvoir. Rien. Rien du tout. C'est la principauté de Monaco. Même pas. Attends, enfin, la principauté de Monaco. Il faut avoir le niveau. Elle ne commande pas la police, elle ne commande pas la monnaie, elle ne commande pas... la police municipale, au moins, ils ont quelques prérogatives. Ils ont une certaine autonomie. Lui, il n'a aucune autonomie, on le sait très bien, même il n'a même pas pu choisir le responsable de la sécurité, son garde-corps. Il ne choisit même pas son chauffeur, ni les membres. Et il y a une véritable guerre qui est menée pour le forcer à se séparer de son entourage, justement. Ils lui ont dit, votre entourage, c'est nous qui vous les choisissons. Bien sûr. Mais qu'ils réagissent. Mais parce que même s'il n'est pas légitime. Mais si c'est moi qui vous donne, qui vous positionne dans un poste, qui vous nomme dans un poste, est-ce que vous croyez que vous pouvez... C'est vrai. Donc lui, est-ce qu'il a une assise populaire? Est-ce qu'il a un parti politique? Il a accepté d'être élu par l'armée. Donc il accepte. Donc il obéit à l'armée. Et pire que ça, le jour des élections, quand une dame s'est présentée comme étant la Madame Tebboune, alors que ce n'était pas elle. Oui. Tu te souviens? Oui, vaguement, oui. Mais le comble, ce qu'on est en train de nous dire, ils ont enlevé son fils il y a quelques jours. Ah bon? Oui, ils l'ont appréhendé. Ils ne l'ont pas enlevé, ils l'ont appréhendé. Ils l'ont emmené quelque part, on ne sait pas où. Il a été auditionné par un officier de police judiciaire. Alors que, logiquement, la famille du président jouit de l'immunité présidentielle, pour ce qui est des interpellations. On ne peut pas interpeller un membre de la famille présidentielle
sont passés par le président lui-même. Mais sinon, ils peuvent être convoqués, mais en passant par le président. Or là, ils ne sont même pas passés par Tebboune. Alors, je vais lire encore un extrait et nous allons entrer dans la grève des sapeurs-pompiers. Alors, je cite, « Il y a quelques jours, les services sécuritaires du ministère de la Défense nationale ont révélé la préparation par les deux mouvements terroristes, Rachad et le MAC, d'un dangereux complot visant notre pays. Des membres de ces deux organisations terroristes projetaient des attentats à la bombe et des actes criminels au milieu des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays. Des armes et des explosifs destinés à cette fin ont été saisis. Les investigations ont montré l'intention des membres de ces mouvements de recourir à tous les moyens pour nuire au peuple algérien. S'ils n'avaient pas le soutien et incitation de certaines parties étrangères, ces mouvements n'auraient pas osé un tel projet. Ce sont ces partis qui fournissent le soutien logistique en termes d'armement et de formation de leurs éléments terroristes sur leur territoire et facilitent leur mouvement dans le but de se venger de l'Algérie qui a fait échec à leurs plans expansionnistes et à leurs convoitises économiques. Adel Jabbar, les sapeurs-pompiers en Algérie sont entrés en grève dans toute l'Algérie et où nous avons appris à travers le cahier des revendications qu'ils demandent le relèvement de la salaire de base, où nous avons appris qu'il n'est que de 15 000 dinars. Les sapeurs-pompiers ne touchent en salaire de base que 15 000 dinars. Et pour donner une idée, le SMIC en Algérie est de 20 000 dinars. Donc, branle-bas de combat, l'armée a considéré que c'était là un acte hostile, dirigé contre l'État, contre les élections qui se préparent et concocté par des puissances étrangères. Et des décisions ont été prises très fortes. Ils ont commencé par suspendre 230 agents de la protection civile, 230, avec menace de licenciement imminent. C'était destiné à faire peur à la plupart des sapeurs-pompiers, dont beaucoup ont 20 ans, 15 ans, 10 ans d'ancienneté, dont certains sont près de la retraite. Donc un tel geste était destiné à leur faire peur pour leur faire reprendre le travail. Or, ce qui se passe, c'est que ces branle-bas de combat chez les sapeurs-pompiers qui sont en train de sortir en masse partout, dans toutes les villes, nous allons voir à travers les images qui vont défiler, et ils sont en train de menacer écoutez bien, d'une démission collective. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire, c'est tous les sapeurs-pompiers de l'Algérie qui vont démissionner en un seul jour. C'est quasiment un bras de force entre ceux qui ont pensé les réduire et les sapeurs-pompiers qui semblent être vent debout contre ce genre de pratique. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je serais très heureux qu'il passe du verbe à l'action, qu'il démissionne. Ce sera un geste extrêmement fort qui va prouver définitivement leur opposition à ce régime criminel. Il faut que les gens sachent, et nous le savons tous, nous avions, toi et moi, fait une émission ensemble concernant la bastonnade des juges quand ils leur ont envoyé des gendarmes. J'étais le seul, pratiquement, de vos invités qui applaudissait parce que je disais que le fawda, pour moi, c'est pas un nidam, c'est une fawda, c'est une dictature. Et pour moi, la dictature est la maladie la plus mortelle de toutes les maladies réunies, de tous les virus réunis. La dictature est comme ça. Et donc, ils n'hésiteront pas demain à sortir leurs militaires, à sortir leurs gendarmes. Ces flics que nous sommes en train de voir bastonner de pauvres Algériens non violents, pacifiques, leur tour va arriver. Ils vont avoir faim, eux aussi, comme les Algériens ont faim aujourd'hui. Les Algériens aujourd'hui n'ont pas peur de la fin du monde, ils ont peur de la fin du mois. Moi, je souscris et je compatis avec et j'appuie les revendications des sapeurs-pompiers, mais je dirais à ces sapeurs-pompiers, qu'est-ce qui changera à votre vie 15 000 ou 25 000 dinars? Vous allez crever.
vous allez mourir de faim. Aujourd'hui, toucher 40 000 dinars, 50 000 dinars en Algérie avec 2 ans, une femme, un homme et 2 enfants, c'est terminé très difficilement. La fin du mois, on va emprunter chez le voisin ou chez le parent au bout du 21e jour. Donc, ce n'est pas ce genre de revendication. Moi, je l'ai dit chez vous un jour, je ne suis pas totalement chaud pour les revendications corporatistes, syndicales et professionnelles. Parce que si chacun bat pour sa chapelle, moi, je n'ai pas le temps d'être solidaire avec les enseignants, avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les arracheurs de dents et avec les pompiers. Je veux être solidaire avec un peuple. Notre combat est d'abord un combat politique. Il est au-dessus de tout. Si ces pompiers-là s'intègrent dans le Hirak, et je suis sûr et certain que ce sera un geste extrêmement fort qui va déstabiliser la Issaba et la jeune et qui va donner des ailes au mouvement révolutionnaire. Il en est de même pour les anciens Taljiches. Ils sont sortis, ils les ont bastonnés, ils les ont massacrés, ils ont promis d'intégrer le Hirak, on ne les a pas vus. Je ne crois pas trop en ce genre de combat syndical. Quelqu'un qui lutte pour ses droits syndicaux, ils sont régis par une convention collective avec sa tutelle. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le problème du devenir de l'Algérie. Oui, mais Adel Jabbar, si les sapeurs-pompiers se sentent soutenus par les Algériens, peut-être vont-ils rejoindre le Hirak. Bon, il y a l'exemple, malheureusement, qui a été très cuisant, celui des magistrats. Le peuple algérien les a soutenus, surtout ceux d'Oran qui ont été molestés, frappés. Finalement, il a suffi que le régime leur accorde ce qu'ils avaient demandé, ils nous ont tourné le dos. Mais peut-être qu'avec les pompiers, ce ne sera pas la même chose, à condition de les soutenir très fortement. Moi, je soutiens tous ceux qui revendiquent leurs droits légaux. Je n'ai aucun problème avec ça, comme je soutiens toutes les victimes et les otages et les gens qui sont incarcérés pour leurs délits d'opinion concernant cette dictature criminelle. Quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur idéologie. Je suis un humaniste, je défends l'humain et ses droits, au-delà de son idéologie. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a fait froid au dos ce matin. J'ai vu les sapeurs-pompiers à Tipaza en train de faire un sitting. Les policiers étaient là-bas pour les surveiller. Ils disaient « le Moudir dégage ». Moi, leur Moudir, je ne le connais pas. Moi, je dis « généraux dégagés, bonne dégage ». Je n'en parle même pas, c'est un pion. Je m'adresse aux proxénètes qui ont pris le coup de ce pays-là et qui sont en train de l'étrangler, de l'asphyxier et de l'emmener vers la GIGN. Ce sont ces gens-là qui nous intéressent. Moi, que les enseignants demandent un indice salarial de 2 sous ou de $3, n'importe peu, mais qu'ils sortent, qu'ils rejoignent le Hirak pour faire porter leurs revendications et leur donner le cachet politique que le peuple algérien n'a jamais cessé de revendiquer depuis le 22 février 2019. Sinon, on va aller dans tous les sens. Demain, il va y avoir les préposés à la mairie de la wilaya d'Adrar qui vont sortir. On ne peut pas Et restez avec nous, Adel Jabbar. Mohamed Ben Issa, alors d'abord rappelons que les pompiers, après cette suspension de 230 de leurs collègues, ils sont en train de sortir un peu partout. On a appris qu'ils sont à Msila, Biskra, Tizi Ouzou, Tlemcen, Alger, Bjaya, El Bayef. Ils sont en train de sortir. Et à Biskra, ils ne sont pas sortis. Ils étaient dans leur caserne. Et leur caserne a été investie par des policiers. Nous allons essayer de voir quelques images. Biskra, la police donc, a investi la caserne des pompiers. Et bon, si ce n'est pas prêt, ce n'est pas un problème. Mohamed Ben Issa. On assiste à une gestion qui est toujours chaotique, une gestion sécuritaire de la politique, du social en fait. C'est pourquoi ils sont encore ressortis aujourd'hui, parce que la gestion sécuritaire pousse encore les gens à aller dans l'extrême. Suspendre 230 personnes pour le droit qui était constitutionnel, le droit de grève et le droit d'être syndiqué, ces droits ont été acquis grâce à des années de lutte internationale. C'est pas qu'en Algérie pour avoir ce
ce droit-là. On a vu aussi, rappelons juste avant de revenir au postier, au pompier, le postier qui a su affronter l'ancien ministre de la télécommunication a été aussi suspendu de son poste. Il a été suspendu. Moi, j'étais en congé. Il a été suspendu de son poste. Il a été suspendu. Sur le chemin, en rentrant, après la vidéo qui a tourné. Quand il a dit au ministre, vous n'êtes pas du domaine, vous n'êtes pas de la poste, vous ne connaissez pas le... Il lui a posé la question qui tout le monde, tous les Algériens la posent. Il lui a dit, est-ce que vous êtes décideur dans votre secteur? Est-ce que c'est vous le chef? Il n'a pas pu répondre, le ministre. Mais il a été suspendu. Sur le chemin, ses collègues lui ont appelé pour lui dire, lui annoncer qu'il était suspendu. Donc, c'est la même méthode que cette junte, que ces oligarques, de ces gens qui sont hors sol, hors temps, appliquent tout le temps, et surtout maintenant, en Algérie, qui poussent les gens vers l'extrémisme. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que oui, ces gens-là doivent rejoindre le Hirak à tout prix. Je dis qu'ils sont déjà dans l'esprit du Hirak. Le fait qu'ils sortent actuellement, qu'ils sont en train de revendiquer, contester leur statut et les conditions dans lesquelles ils sont, je pense qu'ils sont dans l'esprit du Hirak. Rappelons aussi que les syndicats, les pompiers touchent 15 000 dinars alors que le SMIC est de 20 000 dinars, alors qu'ils travaillent presque 80 heures par semaine. Donc ils travaillent plus alors que la norme en Algérie, elle est de 35, 40 maximum heures par semaine. Donc ils font le double pour toucher le moins. Donc comment on peut refuser à ces forces de sortir dans les rues, de revendiquer leurs droits? Donc je pense que tous ces mouvements sociaux, qui sont encore, on est juste au début, hein, il y a encore pas mal de corps, pas mal encore de misère. Rappelons l'inflation dans laquelle l'Algérie se trouve, le prix des pommes de terre, de tous les aliments de base actuellement pendant le mois de Ramadan et même avant. Donc beaucoup de corps, encore beaucoup d'Algériens vont sortir. Tout le monde savait, ça a été dit, que les voyants sont au rouge sur le plan économique et social. Tout ça va contribuer à affaiblir de plus en plus cette junte, cette démocratie de façade, et ramener peut-être ces décideurs, ces gens-là, à la raison, à discuter pour une issue politique. Et je rappelle juste pour porter de l'eau à votre moulin, Mohamed Ben Aïssa, oui, avant de lire un autre extrait et de donner la parole à Iskandar, je rappelle que c'est pour la première fois, à Ramadan, qui est quasiment à sa fin, oui, il y a toujours la flambée des prix. D'habitude, oui, Ramadan, c'est la première semaine. Et puis ça se et puis ça se tasse, et puis les prix retrouvent leur cours normal, j'allais dire. Mais là, en ce moment, les prix continuent de rester très élevés, alors qu'on est quasiment à la fin de la... La tomate, ouais, 15 000. C'est impossible, incroyable, jamais vu. C'est pays, réellement le pays de la tomate. Très inquiétant. Ouais. Le pays où Tebboune nous a dit que l'Algérie a produit pour 25 milliards de dollars de produits agricoles. Rappelons-le. Un pays qui n'exporte pas du tout les produits agricoles, hormis quelques dates. Voilà, et donc on se demande pourquoi c'est aussi cher alors dans ce cas. Iskandar Debech, d'abord, je vais lire encore. Alors, la tentative de mettre à genoux le peuple algérien et de le faire basculer dans le chaos, à travers des complots ourdis et des manigances abjectes, est vouée à l'échec, car le peuple algérien est très conscient des faits et peut ressentir la dangerosité que représentent ces agendas et ces manigances tissées dans des laboratoires entre guillemets, financés par des mouvements entre guillemets, au nom des droits de l'homme et qui malheureusement sont exécutés par des mercenaires. Je me demande pourquoi ils ont mis mercenaires entre guillemets aussi. Ouais. Et ceux qui ont vendu leur conscience aux ennemis de la nation, n'hésitant pas à trahir leur patrie pour le plus offrant. L'Algérie, avec son armée nationale populaire et ses institutions sécuritaires, sur les pas de ses aïeux, se dresse face à tous les ennemis afin de préserver le sacrifice des chouhadas. Sur les pompiers. Sur les pompiers, j'aimerais abonder dans le même sens que M. Ben Aïssa. Sauf qu'il y avait l'exemple du postier. Pour le postier, je dirais que c'est un acte isolé. Hein. Mais je crois qu'il faut s'attendre à d'autres actions de la part d'autres corps constitués en Algérie.
Et c'est là que va commencer le véritable délitement. Vous pensez qu'il va y avoir d'autres corps qui vont rejoindre Moi, cette je pense débandade? que oui. Je pense que Par oui. exemple, la police, elle a déjà fait il y a 2 ans. Oui, la police, oui. Non, la police, c'était un autre Elle cas. a même marché sur la présidence. Oui, rappelez-vous. mais là, c'était un autre cas. Ils ont marché, c'est-à-dire, ils voulaient protester contre les Hamel. On les a chargés d'une sale besogne à Gardaïa. Oui. D'une très sale besogne, où on a assimilé... Vous savez, à l'époque, l'Algérie... Mais il n'y avait pas que ça dans les revendications de la police. Il y avait aussi des revendications socio-professionnelles. Quand ils ont marché sur sur la présidence. Jamel, enfin, c'est mon avis. Ce Oui, n'est oui. que mon avis, mais je crois qu'on a avancé le thème des revendications socio-professionnelles pour masquer le reste. Peut-être. Parce que la police, quand elle avait protesté, parce qu'on l'a chargée d'une sale besogne, à savoir créer une fitna entre Chamba et Jean du Entre Mzab. Beni Mzab et Arabes, comme on dit dans la région. Chamba et autres. Et autres. Ouais. Mais le motif était absolument abject. Absolument abject. Oui, oui, on se Parce rappelle, que, on vous se savez rappelle. pourquoi? Pour s'aligner avec l'Arabie Saoudite, on n'a pas hésité à taxer les Beni Mzab de chiites. On Non, connaît pas la- de chiites, de Khawarij. Khawarij, mais Ibadites. on connaît Ouais. la C'est- relation séculaire avec le C'est le contraire. chiisme. C'est le contraire. C'est le contraire, les oui, enfin, c'est Ibadites, discutable. Mais il fallait créer un ennemi. Il fallait créer un ennemi, et on n'a pas hésité à monter ça de Mais sinon, d'autres corps qui pourraient rejoindre la protesta et entrer dans cette débâcle. Moi, je pense au corps de la police, Hadi Wahda. D'accord. Le corps de la police, où il y a une grande partie de la police. Oui. Et je me demande si ce n'est pas à cause de ça qu'on fait de plus en plus appel à des agents du DRS dans les commissariats pour faire la sale besogne. Ah bon? Ils vont dans les commissariats, les agents du DRS? Depuis... ils avaient... Bon, il y a d'abord un lieu de torture comme le commissariat de Châteauneuf. Mais c'est pas le DRS, c'est les policiers qui torturent là. Non, ce n'est pas des policiers. Ah bon? Haja, pas des policiers. Parce que Mais dans moi, les années 90, les policiers ont torturé aussi. Excusez-moi, Jamal, moi, Torturé les j'aimerais- gendarmes, les patriotes, moi, tout le j'aimerais- monde a torturé. J'aimerais citer quelqu'un. Vous savez, vous vous souvenez quand j'étais arrêté à l'aéroport de... Je me rappelle plutôt très bien. Enlevé. Je me rappelle. Enlevé, parce que Oui, quand oui, on arrête enlevé. quelqu'un, c'est pas après 20 ans à l'étranger qu'on se fait arrêter. Oui, oui. Même si j'avais... si j'avais tué quelqu'un, ça aurait été prescrit. Oui. J'ai été enlevé à l'aéroport. Et au bureau de la police des frontières, il y avait un policier qui m'a tendu son téléphone personnel. Il m'a dit, appelez la personne la plus importante pour vous, c'est-à-dire qui pourrait vous sortir de là. Il m'a tendu son téléphone et j'ai pu appeler des proches qui vous ont alerté à vous, qui ont alerté Oui, je me tout le monde. rappelle, on m'a alerté le jour même. je me rappelle. Et c'était un policier qui avait fait ça. Donc, vous savez, les policiers en général, ils ne sont pas différents du reste des Algériens. Ce sont des personnes honnêtes. Les gens du DRS aussi. je crois que Moi, c'est- moi, non, les je gens crois du- que- non, moi, je attendez. crois qu'il faut faire la part des choses. Ce ne sont pas tous les agents du DRS qui sont des tortionnaires, des violeurs, des assassins qui exécutent des gens sur le bas des routes. Il y a beaucoup d'agents du DRS qui font un travail remarquable pour protéger le pays. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que sinon, nous allons nous retrouver perdants. Il y a au sein de toutes les corporations, de tous les corps, des gens qui sont au service de l'Algérie Jamal, avant tout. vous voulez mon avis sur le DRS? Oui. Tel que je l'ai dénoncé et ce que j'ai dit exactement aux agents du DRS. Oui. C'est une organisation criminelle, c'est un escadron de la mort qui mérite d'être dissous et dont les membres devraient être jugés. C'est clair. Très bien. Alors, dernier tour de micro. J'aimerais, mes chers amis, vous poser une question. Je vous demanderai de répondre en moins de 2 minutes, parce que nous sommes à la fin. Nous allons commencer par Adel Jabbar. Adel Jabbar, une question que se pose beaucoup de monde. Moi, je l'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Pourquoi, au moment où le régime fait feu de tout bois pour inciter les Algériens à aller voter, pour essayer de briser cette dynamique du boycott qu'a décidé le peuple algérien. Pourquoi ce régime qui mobilise ses relais, les partis politiques de la mangeoire, les partis politiques qu'il a ralliés récemment, sa presse écrite, sa presse télévisée, ses radios,
ces partis genre FLN, RND, les autres, les associations qu'il a créées en l'espace comme ça du jour au lendemain qui se comptent par milliers. Il est en train de mobiliser tout le monde pour inciter les Algériens à aller voter. Pourquoi le Hirak, les personnes les plus visibles du Hirak, les militants les plus visibles du Hirak, pas un seul parmi eux n'a appelé à ne pas voter, à renforcer les rangs du boycott, sachant qu'il y a encore des hésitants, des gens qui ne demanderaient pas mieux que d'être convaincus, ou alors, peut-être encore mieux, convaincre ceux qui sont du côté du régime que ce n'est même pas dans leur intérêt. Pourquoi personne du Hirak n'est en train d'appeler au boycott? Parce que tout simplement, ce Hirak-là, sa hiérarchie est verticale. C'est le peuple, dans son génie, qui s'exprime tous les vendredis et tous les... horizontal, vous vouliez dire. Horizontal. Non, c'est horizontal. Non, c'est un pouvoir horizontal. Il n'y a pas de chef. D'ailleurs, j'ai appris que la rencontre de Kharrata a été annulée. Moi, j'avais une grande peur pour ça. Je me suis dit, il va certainement y avoir de l'infiltration, de la manipulation, etc. Parce que les gens qui étaient avisés, ils ont dit, nous ne sommes pas là pour une représentation du Hirak. Nous sommes là pour mettre en place une méthodologie, un code de la route pour pouvoir, comment dirais-je, faire évoluer ce Hirak-là et aller à l'escalade. Maintenant, pour revenir au Hirak, le Hirak se porte très bien, il n'a aucun problème. Que ce régime de pacotille-là, qui s'appuie sur des associations Trio, Frit Berges, Hamoud Boualeb, va faire ses élections sans nous, c'est tout. S'il est aussi fort qu'il le prétend, avec ses merdias, son argent, ses harkis de service, qu'il aille faire ses élections comme il a fait celle du 12-12. Le 12-12, les Algériens ne se sont pas arrêtés. On a dit, c'est une date qui ne représente rien pour nous et jusqu'à date. Nous sommes en train de dire, nous le reconnaissons. Ni lui, ni son gouvernement fantoche, ni son armée, ni son oligarchie. Et je me permets de vous interrompre. Merci. Adel Jabbar, Mohamed Ben Issa, en moins de 2 minutes, vraiment. Rapidement, c'est un non-événement pour les Algériens, ces élections. Je ne vois pas un hirakiste ou un jeune qui sort tous les vendredis et les mardis va se prononcer ou va appeler les gens à ne pas y aller. Il y a encore des hésitants. Des hésitants, je ne pense pas. Il y a toute une manœuvre de la police politique pour un petit peu soudoyer, pour un petit peu séduire certaines personnes à rentrer. On a vu que même des chefs de partis politiques ont envoyé leurs enfants à être dans des listes. Mais la majorité des gens, parce que c'est des élections locales, législatif, mais en même temps c'est local, on doit représenter un peuple, donc on va aller vers ces peuples. Qui ose maintenant aller faire une campagne électorale et dire à son quartier, à son village, je vais m'inscrire, je vais apporter quelque chose, à changer votre réalité? Tout le monde sait que, surtout depuis le début de l'Hirak, maintenant les Algériens ont compris les institutions de leur État. On sait très bien que le Parlement ne gère rien du tout. Aucun pouvoir dans la hiérarchie des pouvoirs en Algérie le Parlement ne dispose d'aucun pouvoir. Donc pourquoi, alors que le peuple est dans les rues depuis presque 2 ans, on rentre dans la 3e année, encore il y en a qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ces institutions qu'on sait tous manipuler du bout en bout, aucun pouvoir et aux ordres de la junte. Merci. Alors, Iskandar, même question. J'aimerais juste, je vais être très très bref pour répondre au rédacteur de ce torchon Hachakoum, pour lui dire, puisqu'il évoquait le peuple, il disait le peuple n'est pas dupe. À ma connaissance, c'est le peuple qui crie pouvoir assassin. Pouvoir assassin, c'est le même pouvoir dans la principale ossature. Exactement. Écrit pouvoir assassin, et dans un pouvoir dans l'ossature, c'est justement cette armée. Ou plutôt cette oligarchie, pour ne pas attenter à l'image de l'armée, c'est plutôt les généraux, c'est pas toute l'armée. Jamal, est-ce que l'armée a jugé, a même investigué, est-ce qu'ils ont ouvert une enquête sur les génocides qu'il y a eu, sur les massacres qu'il y a eu? Non, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils en ont été les commanditaires. Jamais une armée qui se respecte aurait jugé la Khouran Nazar.
Non, après, il faut séparer les hauts gradés, les Voilà. hauts fonctionnaires des Absolument. militaires. Nous tous, on a de la famille dans l'armée, Bien on sûr. a tous Oui. des familles qui sont des pauvres, qui touchent rien du tout, qui n'ont même pas, ils ont pas de rangers, qui Absolument. n'ont même pas de nourriture, Absolument. qui n'ont même pas de combat, qui protègent. Alors que les généraux, même pas les généraux, les commandants, les responsables de secteur sortent la nourriture de la caserne et se font payer toutes les charges de leur foyer grâce Je ne à. parle pas de ceux qui ont sorti la nourriture en fraude. Moi, je parle des décideurs de l'armée. Oui. C'est-à-dire Oui, de oui. l'armée en tant Eux, ils sont qu'institution. responsables. Eux, ils sont comptables. C'est l'armée en tant qu'institution qui décide de mener une enquête, d'ouvrir une enquête. Le jour sur où un elle sera, criminel. le jour où elle sera conduite par des généraux qui obéiront aux civils, Voilà. à la présidence de la République, Au peuple, au premier Parlement. représentant du peuple. Au Parlement. Voilà. Comme on Ce disait jour-là, la l'armée. dernière fois, une armée sans éthique n'est pas une armée, Et c'est puis- une bande d'armée. Et puis là, une armée qui sera à ce moment-là obligée de nous dire combien d'argent elle a pris et qu'est-ce que l'on a fait. Il faut justifier les Et dépenses qui de ne l'armée, compte surtout pas sur les appelés, qui ne compte surtout pas sur les appelés. qui représentent 60% des 60%, effectifs. pour tirer sur le peuple. Dernier mot, très vite. Dernier mot, rappelons qu'il y a des généraux en France qui risquent d'être radiés juste pour le fait d'avoir écrit un manifeste politique. Et on a déjà, absolument. il y a Absolument. quelques années, on a Absolument. radié un général d'état-major. Et là, on compte une trentaine merci ou de l'avoir quarantaine dit. Merci. qui risquent d'être radiés en France parce qu'ils sont juste Et encore, prononcés c'est des généraux à la retraite. à la retraite avec, avec certains ben, qui sont en certains qui exercice. sont en exercice. Attends, mais Qui c'est risquent un d'être peu de la radiés. gesticulation. Hein, Jamal. Mais Parce comme que- on a dépassé malheureusement, c'est Absolument. intéressant, mais on n'a plus le choix. صحة فطوركم. Merci à Mohamed Ben Issa, merci à Iskandar Debache, merci à Adel Jabbar. صحة فطوركم, chers amis, merci à vous tous de nous avoir suivis. بقوا على خير بالسلامة. سلمية سلمية خاوة خاوة حتى نجي الحرية. بقوا على خير.